Ligne de conduite. Émilie Defay, Michael Tardu, sur France Bleu 107.1. Bonjour à tous. Mais que nous arrive-t-il ce matin ? Serait-ce le vent de la Saint-Valentin qui souffle sur nous jusqu'à emporter le magazine de la mobilité avec lui ? Ligne de conduite se laisse donc amouracher le temps d'un week-end en auto-love. Afin d'éviter toute confusion et pour surtout ne pas compromettre nos vies privées, en ce 14 février, je vais faire sobre. Je ne ferai aucune présentation qui risquerait d'être prise pour une déclaration. En toute sobriété, j'ai donc le plaisir d'être accompagné d'Émilie Defay, journaliste mobilité de France Bleu 107.1. Bonjour Émilie. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Une fois dans l'année, il fallait bien essayer. C'était un matin, j'avais tout juste atteint la majorité et la liberté. Mes yeux ont croisé les tiens et tu m'as ébloui. En un rien de temps, mon cœur s'est emballé, le tien s'est mis à vibrer. Des papillons se sont mis à virevolter autour de nous et nous n'avons pas pu nous empêcher de nous toucher. Ma main posée sur la froideur de ta carapace a commencé à te réchauffer. Comme invité, je me suis laissé entrer en toi et d'un geste précis, t'es allumé sans faiblir. Mes deux mains désormais posées sur le cuir de tes commandes, tu t'es laissé glisser après avoir démarré au quart de tour. Mon pied sur ta pédale, je faisais hurler tes chevaux au vent. Un peu maladroit, manquant d'expérience, parfois une erreur de manipulation te donnait directement un mauvais coup de piston qui te faisait pousser un petit cri de douleur. Mais très vite, tu retrouvais le calme et ta vitesse de croisière dans un mouvement du bas de caisse régulier et apaisant. Nous avancions vers la lumière du levant, la journée s'annonçait belle et lumineuse. Nous en avons fait du chemin ensemble, l'amour à l'état pur. Je t'aime et je t'aimerai, ô toi, ma première voiture, ma titine. Retrouvez Ligne de conduite en podcast.fr. Émilie Defay, week-end donc Total Love, amour et automobile. Ça commence bien en tout cas, Mickaël, je suis tout émoustillée. Dis-donc, je finis par avoir des problèmes. Par cette introduction. 3 invités aujourd'hui. 3 invités effectivement pour parler de ce sujet, la voiture, l'amour. Avec nous d'abord Jean-Marc Bellet, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie du conducteur, ancien gendarme et auteur notamment d'un livre qui est sorti cette semaine qui s'appelle Zen au volant, guide du mieux conduire, c'est chez l'Harmattan. Donc vous travaillez beaucoup sur le stress routier, l'amour au quotidien. Finalement dans la voiture, il n'en est pas beaucoup question pour vous. Ah si, il y a tout un chapitre qui parle surtout donc de la voiture, comment donc l'aménager à l'intérieur avec certains critères pour qu'elle nous ressemble le plus possible. C'est pas anodin quand on choisit un type de véhicule, une couleur de véhicule également, avec telle motorisation ou autre. Tout cela donc il y a un côté donc on pourrait dire en filigrane psychologique en la matière. On aura l'occasion d'en parler avec vous. Ça fait réagir notre deuxième invité, Chris Esquer. Oui, j'aimais bien l'idée de choisir la couleur de sa voiture en fonction de soi. C'est-à-dire, si on est un peu rougeau, il vaut mieux une voiture rouge. Et si on a un peu le teint vert comme moi, peut-être choisir une couleur dans les tons, voilà. Plus vert. Donc, Chris Esquer, humoriste, animateur de radio également chez nos confrères de France Inter. En amateur. En amateur, ouais. Non, tous les jours quand même. Oui, mais en amateur midi. quand même. D'accord, on peut rappeler également que vous avez commencé peut-être sur France Bleu. Oui, exactement, et j'en suis très fier. Il faut bien quelqu'un qui vous met le pied à l'étrier d'abord. Voilà. Et c'est France Bleu qui m'a permis de démarrer. Votre spectacle, on peut le voir toujours de temps en temps. En tournée, il joue plus à Paris, mais j'ai encore des dates en tournée. Et puis en DVD pour ceux qui veulent vraiment le voir. Le voir. Oui. Sinon, je peux le raconter gratuitement à la sortie de France Inter. Et enfin, avec nous également au téléphone, Michel Romanet-Pérou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Vincennes en Ancienne, qui, donc, comme son nom l'indique, rassemble des amoureux de véhicules anciens, c'est ça ? Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de lire le livre sûrement très intéressant pour conduire zen, parce que lorsqu'on conduit une ancienne, on veut l'aménager et en fait, on veut la protéger. Donc on respecte les limitations de vitesse, on respecte tout. C'est vraiment un patrimoine roulant qui aujourd'hui s'offre au public des villes qui font appel à nous. Et c'est vraiment une communion, c'est presque de l'amour, oui. En tout cas, vous êtes tous les trois réunis par le même lien, celui de l'amour de l'automobile. Merci à tous les trois d'être aujourd'hui avec nous. Tout au long de cette émission s'inviteront également ces personnalités rencontrées par Déborah Grunewald, que vous retrouvez tous les jours sur France Bleu 107.1 pour Dans le Rétro. Des personnalités qui nous parlent de leur voiture et qui nous parleront de leurs aventures et de leurs souvenirs, notamment avec l'automobile. Émission spéciale longue Saint-Valentin. Aujourd'hui, on aime l'automobile sur France Bleu 107.1 à Paris. Ligne de conduite, la tribune. Et pour cette première partie de Ligne de conduite, Émilie Defay, nous allons nous attacher à comprendre un peu cette relation particulière entre l'homme et la voiture, entre l'amour et la voiture. Peut-on aimer une voiture ? D'où vient cette passion ? D'ailleurs, tenez, on va vous la poser à vous, cette question. D'où vient cette passion pour l'automobile, Chris ?
dans votre prénom déjà, c'est gravé dans l'ADN? Eh bien, oui, c'est vrai que j'ai des prénoms. Chris, mon prénom est un petit hommage à Chris Emon, qui était pilote de course. Et oui, oui, c'est souvent transmis par des parents. Moi, mon père aime beaucoup la bagnole. Et puis, j'ai appris à conduire tôt, comme beaucoup, dans les champs, autour de la campagne environnante. Donc, ça naît comme ça, petit à petit. C'est vrai, c'est un peu. Mais j'ai l'impression que qui ne tombe pas amoureux de la voiture au début, après ça passe un peu, mais en tout cas pour les. Oh, moi, je suis pas tombée amoureux de la voiture. Non, oui, peut-être moins pour les filles, mais ouais. je connais pas beaucoup de mecs qui soient pas tombés amoureux de la voiture quand ils étaient petits. Ouais. Une voiture en particulier. Après, ça peut passer chez certains, mais il y a souvent. Jean-Marc Bellé, ça remonte à l'enfance, c'est ça, la passion de la voiture? Oui, je crois comme tout le monde, et c'est un peu l'accès à l'âge adulte, puisque c'est autour donc des 18 ans en général qu'on passe son permis de conduire, et c'est un grand moment. Moi-même, je suis toujours étonné du fait que l'inspecteur m'ait donné le droit finalement de conduire une automobile, comme on pourrait dire, alors que finalement c'est quand même relativement complexe, relativement difficile. Et lorsque je me suis retrouvé avec mon ticket rose, mon petit papier rose entre les mains, et que je me suis dit maintenant, eh bien finalement, je suis autorisé en vertu de la loi, comme on pourrait dire, à circuler librement, donc et normalement en toute sécurité, j'étais hyper étonné finalement que j'ai ce droit, parce que je considère que ça pouvait être dangereux pour certains. Et pour les autres, quoi. Pour les autres. Et je me suis dit, est-ce que l'inspecteur a bien vu tous les contours donc de ce qu'il a fait? Est-ce que vraiment j'en suis capable? C'est la première chose qui m'a étonné. C'est pour ça que maintenant je milite beaucoup pour qu'il y ait une formation qui soit assez soutenue, assez étendue, de façon à ce que le jeune, lorsqu'on lui dit, voilà, vous êtes apte à conduire tout seul votre véhicule, eh bien qu'il soit serein et puis qu'il se pose pas ce genre de questionnement. Michel Romanet-Perroux, vous, avec l'association Vincennes en Ancienne, l'amour et la voiture, ça va de pair depuis très longtemps? Oui, ça va de pair depuis très longtemps. Je vais sans doute redire ce que les deux personnes avant moi ont dit. C'est vrai que les gènes masculins sont plus portés sur l'automobile que les gènes féminins. Je voudrais quand même saluer, dans l'association que je préside, nous avons une 50aine de personnes du sexe féminin qui disposent d'une voiture, leur voiture, et non pas celle de leur époux. Donc ça veut dire que c'est une passion qui peut être partagée. C'est vrai qu'il y a des formes, c'est vrai qu'il y a des couleurs, c'est vrai que ça peut être sensuel, c'est vrai qu'on retrouve des connotations qui pourraient être érotiques pour certaines voitures. Je crois que tout passe dans ces formes, dans ces moteurs, dans ces veloutés de 12 cylindres, 8 cylindres, 4 cylindres, dans ces voitures du début du siècle dernier qui étaient des hippomobiles, plutôt des hippomobiles que l'on avait transformés en automobiles, et puis pour voir maintenant des voitures hyper racées, le moteur thermique a été optimisé, les consommations sont relativement faibles, et puis la sécurité est au rendez-vous avec les airbags. On a vu toute cette évolution parce qu'il y a eu des premiers modèles et parce qu'il y a eu l'amour des hommes qui ont commencé à faire des compétitions. Les compétitions ont commencé très très vite. Et donc voilà. Justement, vous parlez d'amour, vous parlez d'hommes et de femmes. On va écouter Guy Roux qui se souvient, lui, de sa première voiture au micro de Déborah Grunewald. À 19 ans, c'était une 4 chevaux Renault décapotable pour que les filles montent plus facilement dedans. Et ça marche? Ça marchait, oui. Je sais pas si je prenais la même 4 chevaux aujourd'hui, j'aurais peut-être encore des filles dedans, mais pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Voilà, Guy Roux, souvenir de voiture. Chris Esquer, votre première voiture, vous? Ma première voiture, c'est pas toujours la première voiture qu'on s'achète. Moi, je me suis acheté une Golf, ça c'était la première voiture que je me suis acheté. Mais la première voiture, c'est celle qu'on conduit librement. Et donc, c'est soit celle de ses parents, soit celle. Moi, j'ai mes souvenirs de liberté, c'est conduire tout seul au volant d'une bagnole prêtée par une copine. Et ça m'a marqué en fait. Quand je me suis acheté la mienne, c'était bien après. Donc, c'est la première voiture, celle sur laquelle on a appris à conduire. C'est encore une autre. Souvent, c'est bien avant. Enfin, voilà, il y a beaucoup de premières voitures. En fait. Et puis après, il y a contrainte parfois de choisir la première voiture. Moi, je me souviens, ma première voiture, je rêvais d'une 2 chevaux et il était hors de question que je sorte avec une 2 chevaux. Donc la condition sine qua non imposée par mes parents, c'était d'avoir un airbag dans la voiture. Donc de la 2 chevaux, je me suis retrouvé avec une Ford K. Bon, on ne choisit pas toujours sa voiture. Émilie Defay. Jean-Marc Bellé, qu'est-ce qui plaît Michel Romanet-Perroux, parler des cylindrées, des formes. Est-ce que c'est l'objet en lui-même qui plaît ou tout ce que ça représente?
On remarque, ça c'est le champ un petit peu de la psychologie, relativement à la voiture, que pour la femme, généralement, la voiture est un objet de transport, de déplacement, sans plus. Je parle pour la grande majorité. En revanche, pour les hommes, il y a d'autres connotations, Michel le disait très bien, Chris également, à savoir toutes ces connotations érotiques, en la matière. Certains, vous savez, avant de monter à bord du véhicule, n'hésitent pas à caresser un petit peu l'aile de la voiture, comme on pourrait caresser une femme. On parle à son véhicule quand on a réussi l'exploit de partir de Paris et d'arriver à Marseille sans encombre, on remercie le véhicule, je suis arrivé, merci Titine, et ainsi de suite. Enfin, il y a cette relation avec le véhicule qui est vraiment très particulière. N'oublions pas que le jeune garçon, dès l'âge de 2-3 ans, finalement, on lui donne pour s'amuser, pour faire mumuse, une petite voiture. Chose qu'on ne donne pas à la femme, bien sûr, au jeune enfant. On lui donne une petite voiture et il fait mumuse avec pendant des années et des années, et on s'aperçoit qu'à l'âge adulte, c'est le seul qui a peut-être le courage de lever le capot pour voir ce qu'il y a dessous. Enfin, c'est bien différencié homme-femme, et il n'y a pas photo en ce qui concerne la relation de la femme par rapport à la voiture et également l'homme. Il n'y a pas photo, l'homme est toujours engagé, il connaît les dernières technologies en la matière. Tout à l'heure, Michel parlait de cylindres et ainsi de suite, c'est bien vrai, on s'attache à tout ça. Si vous n'étiez pas docteur en psychologie du conducteur, on vous accuserait d'être un macho quand même, M. Bellet. Peut-être quelque part. Ça fait rire Michel Romanet-Pérou. Oui, parce que je crois que c'est nous qui n'avons pas su faire partager notre passion. Il faut aussi se mettre aux femmes, vous voulez dire, c'est ça. Chose de très masculin. Quand nous allons acheter un véhicule, c'est monsieur qui décide et madame peut peut-être choisir la couleur ou l'équipement. Ça commence à changer quand même. Aujourd'hui, on se rend compte que dans la décision d'achat, la femme est de plus en plus influente quand même dans le choix de la voiture. Elle a souvent le dernier mot. Mais c'est parce que vous achetez plus de voiture neuve, c'est pour ça. Ce sont des voitures faciles à vivre, c'est-à-dire que peut-être que la connotation de voiture plaisir est éliminée pour la voiture pratique avec effectivement des rangements un peu partout, etc. Voilà. Mais n'entrons pas dans ce débat parce qu'il est pas très joli. Chris Esquer, on sait que vous êtes une femme. La voiture dans votre vie. Oui, vous voulez me faire parler de quoi, là ? Vous intégrez les femmes derrière ou pas ou c'est que votre histoire à vous, la voiture ? Non, non. Pour moi, c'est une histoire personnelle. Moi, c'est le goût de l'automobile, le goût de la technologie, le goût du design. C'est pas un objet ça n'a jamais été pour moi un objet. D'ailleurs, je pense que les filles s'en foutent de plus en plus et elles ont sans doute raison. Donc non, pour moi, ça n'a jamais été un objet de... Bon, alors moi, j'aime bien les boîtes automatiques. Après, on découvre qu'il y a des aspects différents bon, bref, Je vais pas commencer à m'enfoncer là-dedans. Vous préférez quoi, l'objet ou la vitesse dans la voiture, par exemple ? Moi, c'est l'objet. J'ai jamais été un fondu de vitesse, même si je m'intéresse beaucoup à la technologie qui évolue dans les voitures. Moi, j'aime vraiment cette dimension-là. Mais c'est avant tout l'objet. C'est à la fois un objet d'art, c'est un dessin. Et puis c'est un objet social, c'est un objet qui fait travailler beaucoup de gens, c'est l'objet de liberté, c'est un objet technologique, c'est toutes ces dimensions-là qui font que ça m'intéresse aussi. Et puis le plaisir idiot et bête du vroom vroom, la vitesse a aussi son sens. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des moteurs qui développent beaucoup de chevaux, donc qui peuvent aller à une vitesse largement prohibée sur les routes actuellement. Mais il y a aussi beaucoup de sécurité, c'est-à-dire que j'ai quelques adhérents qui ont des voitures anciennes avec beaucoup de chevaux, une Maserati Ghibli, et qui me disaient mais si j'allais aujourd'hui à 280 pour freiner, il me faudrait beaucoup plus de temps que les voitures aujourd'hui. La moindre petite voiture freine très très bien. Donc c'est toute une époque, tout un art de vivre. Effectivement, ça a évolué, effectivement, ça s'est rationalisé. Il y a peut-être un peu moins de fantaisie qu'il n'y en avait. Savez-vous que en France, il y avait 800 constructeurs. Ouais. 800 constructeurs automobiles. Ouais, il y avait. Michel Romanet, on va en reparler d'ailleurs un peu plus en détail. On aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus demain sur cette histoire du passé automobile français et de la place de l'automobile en France et ce qu'elle en est aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on va revenir ensemble notamment sur cette voiture. Est-ce que la voiture que l'on aime est la voiture qui nous ressemble ? Tout à l'heure, Jean-Marc Bellet nous a laissé entendre que ce serait possible, bien que oui, il semblerait. Les couleurs d'ailleurs, ça faisait rêver Chris d'avoir une voiture verte. Ensemble avec Michel Romanet-Pérou, Jean-Marc Bellet et Chris Esquer, c'est ligne de conduite jusqu'à
jusqu'à 10h sur France Bleu 107.1 à Paris. France Bleu 107.1, ligne de conduite avec Émilie Defay et Michael Tardu. Ligne de conduite continue avec la pause sur France Bleu 107.1 à Paris. Vous allez, messieurs, madame, écouter une chanson, mais aussi des voix d'artistes qui nous parlent de leur première voiture, des artistes rencontrés par Déborah Grunewald que vous écoutez tous les jours sur France Bleu 107.1 avec Dans le rétro. À vous de retrouver qui parle, dans quel ordre et quelle est la chanson qui a été choisie aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Prêts. Alors, c'est parti ! Vous vous souvenez de votre première voiture ? Très mauvaise, très pas chère, donc toujours en panne. Une 403 vieille. Oui. Moi, je l'avais achetée parce que je pouvais dormir dedans, donc je me mettais un peu à l'écart. Je m'étais assez bien débrouillé pour ficoter les sièges pour en faire vraiment... En 403, on avait dit que c'est quand même plus simple. Voilà. À part Colombo, voilà. Mais il y en a sûrement d'autres. Je connais pas la voix du 403. Voici l'autre voix qu'il faut reconnaître. Mes temps malgré moi égarés. Ça, c'est pas très dur. Alors, Nous arrivâmes Oui, Gainsbourg. Gainsbourg. On est d'accord. dans une zone dangereuse. Et le premier, c'était qui ? Un endroit isolé. Bernard Lavillier. C'était une coccinelle que j'ai toujours. Et là Elle est verte. Ah, c'est bien, c'est discret. L'autre, elle est bleu clair, Ah, c'est blue très baby. discret aussi. Team Bah Seat. oui, mais la Non. coccinelle, c'est une voiture marrante. Il est chauve aussi. ah, c'était court. Alors, hein. c'était dur, court, là, hein. c'était Coccinelle. S'appelle Karl. Zéro. Des Oui, lunettes, zéro. Karl Karl Zéro. Zéro. Très juste. Bernard Lavillier, nous avions Gainsbourg avec le prélude à l'histoire de Melody Nelson, qui mettait en scène d'ailleurs dans le Exact. clip une belle Rolls-Royce, qui l'inspire d'ailleurs avec le texte qui fait référence à une Silver Ghost de 1910. Ouh, c'est vieux tout ça. Et Karl Zéro donc pour la dernière intervention. Bon, vous en sortez quand même pas trop mal. Vous n'avez pas joué sur la musique, Émilie, parce que vous avez contribué au choix musical. Oui, mais Tout à non, je fait. n'ai pas le sentiment d'avoir été très efficace là. Bon, bah vous avez Vous été pourrez mauvais. vous rattraper demain. Ne vous Voilà, inquiétez vous pas. aurez notre chance demain d'être meilleur. Ligne de conduite, la tribune. Ensemble, Émilie Defay, on parle de la voiture, de cette relation amoureuse que l'on a avec notre voiture en ce jour de Saint-Valentin sur France Bleu 107.1 avec 3 invités. Oui, 3 invités avec nous pour en parler. Jean-Marc Bellé, docteur en psychologie du conducteur, auteur notamment de Zen au volant, guide du mieux conduire, qui est sorti cette semaine. En ligne également avec nous au téléphone, Michel Romanet-Pérou, président de l'association Vincennes en ancienne. Et puis, à nos côtés en studio, Chris Esquer, humoriste. Oui. Je précise que moi, je n'ai pas une relation d'amour avec ma voiture. Quand Ah vous bon dites ça depuis D'accord. tout à l'heure, je trouve que c'est trop fort. Trop fort. Ouais. On peut. Vous êtes passionné. On peut le Oui, dire voilà. comme ça. Je trouve que j'aime beaucoup les voitures et tout ça, mais parler de relation d'amour, ce serait pathologique. Ouais, c'est ça. Bah, on se posera la question. Oui, c'est ça. On va se poser la question avec On vous. en parlera quand on parlera psychologie. Jean-Marc Bellé, on va en parler tout de suite. Dites-nous. Et pourtant, il y en a qui sont tristes à mourir. Il suffit d'avoir un petit accrochage ou autre, mais alors c'est pire que si on leur avait arraché un œil, quoi. Ah oui, non, mais Mais moi, est-ce je que suis ça- capable d'être très contrarié pour une bigne sur une portière, mais c'est autre chose. Est-ce que ça, c'est pathologique d'être contrarié pour de telles choses ou Oui, c'est tout à- normal? Non, c'est tout à fait normal. Je pense dans la vie de tous les jours, on a un objet quel qu'il soit. Quelqu'un vient par inadvertance ou autre donc de l'endommager. Et bon, on a cette réaction qui est naturelle et normale. Quand on prend pour la voiture, j'ai bien étudié donc la question. Il y a donc des espaces, par exemple, qu'on appelle protégés, espaces d'intimité, et on peut faire le parallèle tout de suite avec donc une chambre, une pièce supplémentaire de sa maison, de son appartement ou de sa maison. Je demande toujours donc de faire la similitude en la matière. Et on doit aménager le véhicule finalement comme chez soi, comme si on était dans son salon, avec ses CD préférés, donc la petite photo de famille qui va bien pour se ressourcer, des objets également fétiches. Il faut mettre le véhicule donc à sa patte. Et bien entendu, le préalable de tout ça, c'est le choix du véhicule. Quand on choisit par exemple une voiture de couleur rouge, toutes les connotations qu'on disait tout à l'heure avec Michel, donc érotique, en plus qu'on la prend un peu type sport, donc ça rejoint donc par exemple le phallus, qui fend l'air et ainsi de suite. Voici. Donc il y a tout cela quand on parle de l'automobile. quand on parle à son véhicule, et comme je le disais tout à l'heure, donc il y a tout cela, et ça c'est le grand champ donc de la psychologie qui explique donc ce rapport de l'homme à la voiture. Vous nous parlez de la voiture rouge et de ce symbole phallique, mais est-ce qu'il y a d'autres symboles qu'on connaît un peu moins concernant la voiture? Bah écoutez, le levier de vitesse qui est aussi un symbole phallique.
la banquette. D'accord, donc la voiture Parlons est vraiment une histoire de mec. voiture, alors. Les roues, les deux roues. On a tous commencé par cette fameuse banquette, quoi. Maintenant, ce sont les enfants qui sont derrière, comme les juges de paix. Que l'on a fait dans la voiture. Quand les parents, que les parents, donc, qui jugent les parents dans leur conduite. Mais il y a eu ce préalable, comme tout le monde, on le sait, pour des raisons économiques ou de confort, de choisir la voiture comme lieu, par exemple, pour ses premiers amours. Il y a un symbole aussi, le symbole, pour beaucoup de gens, le symbole social. Donc là, c'est-à-dire pour les gens, c'est une marque de reconnaissance. Si je roule dans une voiture qui vaut tel prix, j'imagine que les gens, voilà, ça. Le phénomène Dacia a un peu chamboulé tout ça, quand même. Voilà. Mais ils essaient de chambouler. Oui, c'est vrai. Et ça rend les gens plus intelligents. C'est-à-dire que les gens essaient de se défaire, ça pousse les gens à se défaire de cette idée. C'est pas parce que tu as une voiture moins chère que tu vaux moins, ou que tu sais moins bien gagner ta vie, que tu es moins bien. Et c'est vrai. Je trouve ça très bien. Mais j'aimerais ajouter, donc, Chris, en la matière, j'ai pu constater, et j'ai été surpris, que finalement, lorsque les femmes investissent, c'est le mot, n'est pas trop fort, dans un 4x4, ce n'est pas pour afficher leur compte en banque. Non plus pour montrer qu'elles sont là à 30 cm plus haut, à 30 cm plus haut que les autres, et pour montrer leur beauté ou je ne sais quoi. Elles investissent là-dedans uniquement pour des raisons de sécurité. Elles veulent être à l'aise pour monter sur les trottoirs. Elles veulent être à l'aise elles veulent être à l'aise donc dans toutes les conditions de circulation. Donc c'est ce qui m'a la sécurité. Les enfants à l'école. Michel Romanet. Tout à fait raison. Donc c'est pas la connotation du plus gros 4x4, etc., du plus cher. Non, c'est simplement mes enfants sont en sécurité et je me sens en sécurité pour me déplacer. Alors, est-ce que le monde a changé? Je suis pas persuadé que le monde ait changé. Il y a de très belles autos modernes aujourd'hui qui sont toujours l'objet de désir ou de rêve. Alors, on peut pas toujours se les offrir. Est-ce que ça positionne une personne dans l'échelle de la société? Oui, je pense qu'il y a toujours tu as vu, il a telle auto. C'est peut-être un petit peu en voie de le supprimer parce que ça peut avoir une connotation bling-bling, ça peut avoir aussi beaucoup d'autres connotations. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, choisissent leur voiture en se disant, voilà, c'est dans tel objectif. Vous, Chris, votre première voiture, c'était pas du tout cet objectif-là. Vous saviez pas pourquoi vous la choisissez? C'est juste parce que je savais, mais c'était pas des. Alors c'est vrai qu'il y a ce besoin de se déplacer, puis c'est des critères, c'est un ensemble de critères entre l'image qu'on a d'une voiture qui fait envie, les critères pratiques, des critères financiers, des critères économiques évidemment, puis des critères quand on s'achète sa première voiture, en général, on est quand même très limité dans le budget. Donc moi, j'avais des contraintes. Moi, je voulais une boîte automatique, je voulais une sono correcte. Et quand on recoupe tous les critères, des carrosseries qui plaisent moins, on arrive à des shortlists. Il y a un fou de voiture qui, lui, lorsqu'il a choisi sa voiture, sa première voiture, avait déjà l'idée de ce qu'il voulait et quel objectif il cherchait à atteindre. C'est Stéphane Rothenberg. Je voulais un petit peu me distinguer. C'est une Lancia, une Lancia Delta, et c'est un vrai souvenir forcément. Mais j'en ai changé beaucoup. J'en ai eu à ce jour plus de 50, donc j'ai changé beaucoup. Et même jeune, au bout je l'ai gardé 6 mois et j'ai changé de voiture tout de suite. J'adorais vraiment ça. C'est vrai qu'un jeune avec une Lancia Delta, c'est moins courant qu'avec pour cette génération-là une petite voiture. Une 2 chevaux, une 4L, c'était vraiment la différenciation. Émilie Defay? Oui, Jean-Marc Bellet, on parle aujourd'hui beaucoup plus de personnalisation des voitures. C'est ce que les marques mettent en avant, avoir un accessoire qui fait que sa voiture n'est pas tout à fait la même que celle du voisin. Ça, c'est une tendance qui est vraiment importante aujourd'hui. La reconnaissance du véhicule, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, la calandre doit définir une marque bien précise. Ça, les designers, c'est la première chose qu'ils font en la matière. Et ensuite, donc, pour l'habitacle du véhicule, on s'aperçoit ce phénomène qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, peut-être plus, le phénomène de tuning. Vous savez, avec les jeunes, ils investissent finalement tous leurs dollars ou tous leurs euros là-dedans, alors que personne ne vient voir ce qu'il y a sous leur capot, mais eux savent qu'ils ont mis le dernier truc à la mode, que ce soit sur les cubulteurs, donc échappement et ainsi de suite, et ils investissent des sommes folles là-dedans. Les roues sont spéciales, les jantes également, donc il y en a qui sont pris par ce phénomène vitre teintée et ainsi de suite. Enfin, et puis un tableau de bord, alors on se croirait à Cap Canaveral, quoi. Michel Romanet-Perrault? Oui, je pense qu'il y a aussi un effet marketing des constructeurs. La voiture étant banalisée, comment la différencier et comment faire que le prix soit à peu près cohérent et que le prix puisse rapporter une marge à l'entreprise. Et effectivement, vous avez aujourd'hui des tas de personnalisations et chacun se dit qu'il veut avoir la voiture unique et la personnalisation, on ne regarde pas le prix, c'est-à-dire qu'on va regarder le prix de base, parce qu'il est toujours attractif avec les appels qui sont faits dans les magazines. Et en fait, la personnalisation, elle, n'est pas discutée. Donc c'est un autre moyen d'avoir une marge
confortable lorsqu'on vend une voiture. C'est un peu gadget, vous dites. Personnellement, oui, j'aurais tendance à dire que c'est gadget. Mais c'est ce ça vous séduit? Encore une fois, il faut être en harmonie avec la voiture que l'on va acheter. Donc c'est fait pour que ça soit la voiture unique, celle que l'on a choisie, avec les couleurs intérieures, extérieures, les gadgets intérieurs, les tableaux de bord, les jantes, etc. Oui. Une voiture qui nous corresponde. Ouais. Une voiture qui nous corresponde, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, et c'est vrai que chacun veut la voiture différente de celle de son voisin. Chris ? Oui, bon, moi je pense qu'au-delà de effectivement certaines options ou les couleurs ou les garnitures, je suis pas très sensible à des personnalisations poussées à outrance. Qu'est-ce que vous aimez vous dans la voiture que vous possédez? Vous avez quoi comme voiture d'ailleurs? On peut le dire? Oui, j'ai une petite série 1 BMW que j'ai achetée en 2008 et qui me donne toute satisfaction pour moi qui roule peu. Au garage, elle est bien. Non mais c'est vrai. Bah oui, je l'utilise peu parce que je me déplace en scooter à Paris, donc elle sert pour les vacances ou aller en week-end. Qu'est-ce qui vous a décidé du coup pour la choisir? C'est pas la personnalisation en l'occurrence? Non, c'était la ligne parce qu'elle a une ligne de coupé et puis elle avait un moteur parce que c'est un 6 cylindres, donc je voulais un moteur qui fasse un beau bruit parce que moi je suis très sensible au bruit du moteur et une boîte auto et à partir de là, voilà ça suffisait. Non, j'aime bien l'idée d'avoir une voiture qu'on trouve partout. Enfin, je veux pas, contrairement à Monsieur Romanet-Perrou. Non, à Stéphane Rothenberg. Moi, je ne cherche pas à me distinguer avec ma voiture. Au contraire. Donc jamais fait de tuning? Jamais. Vous en pensez quoi? Oh non, j'y vois aucun problème pour les autres, mais moi, j'aurais pas du tout envie. Ouais. J'ai plutôt envie de me fondre dans le flot des automobiles. Émilie? Oui, Jean-Marc Vellet, c'est peut-être à contre-courant ce discours-là? Non, pas du tout. Non, j'entends bien ce que dit Chris. En la matière, bon, il va pas mettre non plus tous ces dollars là-dedans. Ces euros. Voilà. Mais bon, voilà. Et puis moi, par exemple, j'avais interviewé donc un jeune à propos de sa voiture, et il me disait donc que pour lui, donc tout devait être nickel. Y compris, il se permettait le luxe d'enlever ses roues, vous savez, et de nettoyer derrière la roue. Alors je lui pose la question, je lui dis mais pourquoi est-ce que vous nettoyez derrière? Personne ne va le voir finalement. Mais oui, mais il disait c'est pour moi. Moi je sais qu'elles sont propres à l'intérieur. Bah, je vais le faire venir en c'est ça. Là ça mérite une petite étude psychologique. Petite analyse. Je vais lui demander de s'occuper de la mienne. Elle en aurait bien besoin. Ensemble, c'est terminé pour aujourd'hui. Ligne de conduite. Merci à tous les trois d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Michel Romanet-Perrou, président de l'association notamment Vincennes en Ancienne. Merci à Jean-Marc Bellet, docteur en psychologie du conducteur, auteur notamment de ce Zen au volant, guide du mieux conduire aux éditions L'Harmattan. Et merci à Chris Esquer que vous retrouvez sur scène, vous retrouvez sur France Inter également chez nos confrères. Et puis aux Bouffes Parisiennes, ça c'est le DVD qui est sorti, Chris Esquer aux Bouffes Parisiennes. Exactement, ouais. Bien. Tout à fait, ouais. C'est comme ça, parisien. Émilie Defay, demain? Oui, demain, on parlera encore de ce rapport passionnel à la voiture et voir si aujourd'hui il peut toujours exister dans le contexte actuel, si c'est pas mal vu, un peu démodé. On vous posera la question demain. À demain. Merci à vous d'avoir suivi Ligne de conduite ce matin. Votre matinée continue sur France Bleu 107.1 à Paris. Retrouvez Ligne de conduite en podcast